J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mardi. On est ensemble ce midi pour 45 minutes avec Jonathan Sabat, pour parler knowledge management ou gestion de connaissances. Et on va aborder, notre discussion elle va se dérouler en deux grandes parties. D'abord, Jonathan va vous définir ce que c'est en fait que le knowledge management, parce que c'est peut-être un terme que tout le monde ne connaît pas ici. Et puis aussi pourquoi c'est important, le knowledge management. Et dans un deuxième temps, Jonathan vous donnera un peu des conseils précis sur comment faire un knowledge management efficace sur l'outil Notion que Jonathan a l'habitude d'utiliser. Moi, qui je suis Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marianne et je gère les programmes Maestro. Maestro, pour ceux dont c'est le premier événement avec nous, c'est l'école du produit et de la tech. Donc, on fait des formations pour devenir product manager pour des personnes qui souhaitent se reconvertir dans le produit, et également une formation no-code. Alors là, l'objectif de la formation no-code, c'est de vous donner toutes les clés pour pouvoir vous lancer en freelance. Nos prochaines formations, pour vous donner une overview assez générale, la prochaine no-code, elle commence très vite, le 18 mars. Donc, je vous invite à contacter Osvan, qui est chargé des admissions chez nous. Il y a son email juste en dessous. Et puis, pour les formations product, en présentiel et en ligne, ça va être le 2 avril, puis le 8 avril. Mais de toute façon, Osvan pourra vous renseigner, vous donner toutes les infos, vous expliquer un peu plus longuement ce qu'est la formation Maestro, comment elle se déroule, si vous êtes intéressé. Aujourd'hui, comme je le disais, on est avec Jonathan. Jonathan, je vais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter aux participants. Ça marche, bonjour à tous, merci de vous connecter ce midi. Voilà, je m'appelle Jonathan, j'ai été product manager en startup pendant 4 ans dans une boîte qui s'appelle Papernest. Et donc c'est là un peu que j'ai eu la première occasion de me faire à l'idée de comment gérer la connaissance de mon équipe et un peu de l'entreprise. Et depuis 2 ans et demi, maintenant, je me suis mis à mon compte et j'ai créé une entreprise de création d'appli et de création de workspace Notion. Donc en gros, je crée des workspaces soit pour des entreprises custom, donc selon les besoins, soit sur mon site internet où on peut les acheter et s'en servir tel quel sous forme de template qu'on peut importer et dupliquer dans son espace. Voilà, donc aujourd'hui, je vous parlerai de quels sont les enseignements que j'en ai tirés de le faire en voyant un peu les problématiques des boîtes pour lesquelles j'ai travaillé et les leçons que j'en ai tirées, les bonnes pratiques et comment utiliser Notion pour maximiser l'efficacité de la gestion de la connaissance en entreprise. Voilà. Ouais, c'est plein de sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Jonathan vient de parler un petit peu de lui. On va vous lancer un petit sondage pour que vous puissiez nous dire qui vous êtes. Il y a un sondage qui va apparaître sur votre écran où vous allez pouvoir répondre pour qu'on sache un petit peu qui est là aujourd'hui. Je vous laisse répondre. Et puis, pour ceux dont c'est le premier événement avec nous, je vous invite à nous suivre notamment sur LinkedIn où on partage beaucoup nos actus, sur Meetup où vous aurez en fait tous nos événements de Maestrix, qui sont les webinaires qu'on organise avec des experts produits sur produits et no-code sur des thématiques product et no-code. Et je l'ai pas dit dans la présentation, mais le chat est ouvert. Je vois que certains ont déjà dit bonjour. C'est là où vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas. Le but, c'est que ce soit interactif, que vous vous sentiez libre de discuter sur ce chat, de demander à Jonathan plus d'explications s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ce webinaire, on l'organise avant tout pour vous et pour répondre à toutes vos questions. Je vais alors quitter mon partage d'écran et puis Jonathan, on va pouvoir se lancer. Comment est-ce que tu définirais simplement le knowledge management? En fait, c'est quoi? Alors, attends, je vais juste me mettre en partage d'écran. Hop. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais. Est-ce que ça rentre bien dans la fenêtre? Hop.
Tac, parfait. Et ben le knowledge management, donc c'est un processus de collecte, de stockage et de transmission des savoirs et des expériences des employés d'une organisation. En gros, c'est une définition qui permet d'intégrer un peu toute la nuance de ce qu'on appelle la connaissance, mais à l'échelle d'une entreprise, d'une orga. En gros, si on peut le définir aussi comme une culture de l'écrit, de l'asynchrone, qui serait organisée dans un système ergonomique qui permettrait aux gens de s'y retrouver. Donc ça suffit pas de juste stocker et collecter, il faut aussi le faire d'une certaine manière pour qu'après ça serve derrière, que ça soit vraiment utile pour les gens quand ils en ont besoin. Donc en pratique, qu'est-ce que ça inclut? Souvent, on a un wiki d'entreprise, un système de gestion de projet, les archives des décisions qu'on a pu prendre, des réunions, de tout ce qui s'est dit pendant ces réunions, tout ce qui concerne aussi la formation interne. Donc ça peut être les cours qui ont été donnés aux nouveaux employés pour savoir comment on fait le customer success, par exemple. Tout ce genre de choses. C'est ça qu'on va appeler la connaissance et le knowledge management, ça va être comment on gère tout ça, comment on l'organise pour que ça soit vraiment utile. Donc il y a besoin de se mettre d'accord sur comment on le fait. C'est pas quelque chose qui doit se faire organiquement. Il faut que ça soit une décision faite de façon réfléchie et explicite. Et en général, c'est le knowledge management, c'est quand on se pose, quand on se dit comment on va stocker cette information, que en fait c'est à ce moment-là souvent que les gens ils se rendent compte que ce qu'ils faisaient, ils le faisaient un peu par défaut ou sans réfléchir. Et c'est là qu'ils vont devoir expliciter la façon dont ils travaillent. On va parler de standard. Donc c'est un terme qui vient, qu'on utilise beaucoup dans une boîte qui s'appelle Conto, qui ont vraiment bossé sur le sujet et chez qui j'avais fait une mission avec eux. Et eux, c'est vraiment les experts un peu du knowledge management. Ils savent vraiment bien organiser la façon dont ils travaillent et toute la connaissance d'entreprise, notamment sur Notion d'ailleurs. Alors le knowledge management, ça découle des process et des structures, mais ça les influence aussi. C'est la façon dont on va stocker, quand on va gérer l'information, ça va aussi avoir un impact sur la façon dont on travaille, sur la façon dont on organise, par exemple, pour des équipes tech, ça va être des sprints, tout ce genre de choses. Ça peut avoir un impact aussi, par exemple, quel outil on va choisir, que ce soit Jira ou Notion ou autre, ça peut avoir un impact sur comment on va effectivement travailler au quotidien. Alors pourquoi c'est important? Pourquoi c'est un sujet qui doit concerner, vraiment les gens? Pourquoi les gens doivent se l'approprier? C'est qu'en fait, si on s'en occupe pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens vont s'occuper de cette collecte, mais de façon, mauvaise, on dira de façon organique. Les gens vont essayer de, garder sur une note, sur un Google Doc, ils vont créer des pages Notion volantes. Mais, tout ça en fait, ça va pas scaler, ça va pas permettre de passer à l'échelle. Quand vous allez recruter plus de gens, on aura du mal à trouver l'information. Les gens vont perdre du temps à chercher dans les différents outils, dans les emails, dans les SaaS, dans les Slack. Ça va être vraiment du temps perdu. Et j'avais lu une étude assez effarante, comme quoi il y avait à peu près 20% du temps d'activité quotidienne des employés cadres, qui était juste passé à chercher de l'information, à essayer de trouver la bonne info pour pouvoir faire son travail. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous embauchez 5 personnes, en fait, il y en a une qui est jamais là. En vrai, c'est comme si vous perdez un employé sur 5 qui passe son temps à chercher l'information dans le bon outil, dans le bon message, le bon email, le bon compte rendu de réunion. Donc voilà, c'est ce qui se passe en fait quand on n'est pas précautionneux sur la façon dont on va organiser sa connaissance, dont on va gérer en fait son knowledge management. Un autre risque, ça va être celui de remplacer en fait cette culture de l'écrit par des réunions. Donc en gros, si on n'a pas l'information, on va inviter des gens à une réunion pour discuter de quel est le savoir dont on a besoin pour faire un projet. Et donc ça veut dire que à chaque fois qu'on aurait pu économiser une réunion en ayant fait un bon document qui est facile à retrouver. Et on a aussi une dépendance très forte à la personne qui sait. Donc ça va être la personne qui a fait le projet il y a 2 ans, ça va être la personne qui était au bon endroit, à la bonne réunion et qui a l'information dont on a besoin pour travailler. Et si cette personne, tout simplement quitte la boîte, oublie ou n'est pas là ce jour-là, le jour où on a besoin de l'info, et en fait on est bloqué, on peut pas avancer sur son travail et on perd du temps et on fait mal son travail. Et dernier risque, et là pour le coup c'est vraiment grave, c'est si on a besoin d'une information mais qu'elle a été perdue, une connaissance qui existait un moment dans l'entreprise, dans le cerveau un peu de l'entreprise, mais qui n'a pas été bien stockée, qui n'a pas été bien collectée ou qui est trop dur à trouver, il y a un vrai risque qu'on soit obligé de recréer cette connaissance, donc de refaire par exemple une étude marketing,
une analyse de données, un A/B test, tout ce genre de choses qui prend du temps, de l'énergie et beaucoup d'argent à la boîte, et ben il y a un vrai risque qu'on soit obligé de les refaire parce qu'on n'a pas juste stocké, documenté et retrouvé l'information qui existait peut-être déjà. Donc ça, c'est vraiment ce qui se passe vraiment quand on ne s'occupe pas sérieusement de sa gestion de la connaissance. Qu'est-ce qu'on appelle un standard? Un standard, c'est la façon officielle de travailler de l'entreprise. Donc ça fait partie un peu de la culture de l'entreprise. Et c'est un peu il faut bien voir ça que c'est dans l'intérêt de tout le monde. L'objectif d'un standard, c'est pas de fliquer les gens, de leur dire voilà, vous pouvez pas faire comme ça, etc. C'est surtout de leur éviter de devoir réinventer la roue, de devoir réfléchir à comment on fait ici. En gros, tout ce qu'on a à faire, c'est suivre le standard pour pouvoir faire son travail et pour pouvoir avancer dans ses projets, dans ses objectifs. Ça permet aussi d'uniformiser les méthodes et les outils. Donc en gros, plutôt que chaque équipe ait un outil différent, bah, on va essayer d'avoir un outil partagé et qui soit vraiment bien utilisé pour tout le monde, de sorte qu'on puisse collaborer tous ensemble. Et si à des moments le standard est trop étroit, la façon officielle de travailler n'est pas suffisante pour faire bien ce qu'on a envie de faire, et bah du coup on peut aussi extraire de façon très temporaire, de façon très consciente, et le noter pour que la prochaine fois qu'on fasse évoluer le standard, et ben on se serve justement de ces moments où on a été un peu à l'étroit. En général, les gens qui s'occupent de maintenir les standards, c'est soit un knowledge manager, soit tous les gens qui portent Ops dans leur intitulé. Donc ça va être les Product Ops, les Tech Ops, les Dev Ops, Sales Ops, etc. Et s'il n'y en a pas, c'est souvent les managers qui vont essayer de faire au mieux pour que les équipes n'aient pas à se prendre la tête sur comment on va faire telle collecte d'informations, comment on va stocker la documentation sur tel projet, comment on va organiser le sprint. Et voilà. Et donc ça, en gros, c'est s'il n'y a pas quelqu'un qui est dédié à cette tâche-là, en général, ça revient au rôle du manager, dont le rôle est aussi de permettre au travail de ces équipes d'être concentré et de ne pas se prendre la tête sur des choses qui devraient être fixées pour tout le monde, quoi. Alors, j'ai une question. Non, il y a un sondage. Alors, envisages-tu à te former dans le product? C'est pas du tout. Attends, pardon. Ok. Déjà formé au product. Ça marche. Ok. Donc un exemple de standard, un standard qui vient des bonnes pratiques de Notion. Alors un standard qui est relativement simple, mais qui est aussi contraignant. Donc c'est aussi le but, c'est de se dire qu'on a un truc qui va contraindre les gens, qui va les empêcher de faire ce qu'ils auraient pu faire naturellement, mais qui n'était pas forcément idéal. Pour la partie gestion de projet, on a souvent ce framework en trois grands concepts. Tout en haut, les objectifs, donc ce qu'on veut faire pour la boîte, par exemple, augmenter le chiffre d'affaires de X%, ouvrir un nouveau pays, ce genre de choses. Les projets, donc toutes les initiatives qui vont permettre d'atteindre ces objectifs. Donc ça va être par exemple lancer une nouvelle appli, ça va être faire la traduction de l'app pour qu'elle soit disponible dans tel ou tel pays, ce genre de choses. Et enfin les tâches. Les tâches, ça va être une subdivision des projets en tâches individuelles petites et faciles et courtes à faire, et qui, mis bout à bout, vont permettre d'atteindre, de réaliser un projet et d'atteindre un objectif. Voilà. Donc ça, c'est en général le framework de gestion de projet qui est recommandé sur Notion. Et donc, comment on l'implémente sur Notion, donc avec des bases de données partagées avec tout le monde. Donc ça, c'est la base en fait de l'utilisation de Notion pour le knowledge management. Ça va être la base de données. Ça va pas être la page. Donc c'est là où c'est important de bien voir la différence. C'est que créer des pages à la volée, c'est un peu comme si vous preniez une feuille et que vous la posiez sur votre bureau. Créer des bases de données sur Notion, c'est un peu comme si vous aviez une étagère avec des tiroirs et que vous rangez au bon endroit la feuille. Voilà, c'est un peu ça qu'il faut avoir en tête. C'est si on n'a pas en fait ces tiroirs où ranger les feuilles, en fait toutes les feuilles sont volantes. C'est comme si vous aviez un bureau avec plein de feuilles. Et donc en gros, c'est pas efficace en termes de knowledge management, comme vous en doutez, par rapport à tout ce qu'on a dit précédemment. Ça va pas permettre de retrouver ces informations au bon moment, de savoir où stocker l'information qui est en train d'être produite, la connaissance qui est en train d'être créée. Ça va vraiment être avec les bases de données. Donc comment on fait ça? En fait, on crée trois bases de données et on les relie entre elles, donc avec les relations qui permettent de lier une tâche à un projet, à un objectif. Donc on verra ensuite avec un exemple plus dans le détail. Donc ces grosses bases de données, en général, on les partage avec le plus de monde possible dans l'entreprise. L'idée, c'est que ça soit pris en main
par tout le monde et que tout le monde puisse écrire dedans, créer des items, les updater. Et ensuite, on va filtrer ces bases de données pour n'avoir que la partie qui nous intéresse et la garder, par exemple, dans notre page d'équipe. Donc, on pourra filtrer les objectifs, uniquement ceux qui nous concernent personnellement ou qui concernent notre team, et garder en fait cette vue filtrée de cette base de données, par exemple, sur une page personnelle ou sur la page de ma team. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut se focus sur vraiment l'information qui nous intéresse au bon moment. Donc ça, c'est pour la partie gestion de projet. Ensuite, la partie documentation. Documentation, ça va être tout ce qui est, par exemple, comment fonctionne le back-end de notre appli, quel est notre design system, qu'est-ce que doit faire un nouvel employé en arrivant. Tout ça, c'est ce qu'on appelle de la documentation. C'est des règles d'entreprise, c'est de l'information dont on a besoin au quotidien et qu'on va vouloir mettre par écrit pour éviter de réfléchir dessus à chaque fois et que pour que quelqu'un qui en ait besoin n'ait pas besoin de s'adresser à la personne qui a créé cette décision. Il peut juste lire le document qui résume en fait cette règle. Donc là, pareil, on peut créer une base de données dans laquelle chaque page est une documentation. Et pareil, ça permet aussi d'éviter un problème très commun que je vois quand j'interviens dans des entreprises qui utilisent Notion, c'est de créer des pages dans des pages dans des pages. Ça, c'est un système qui ne scale pas. En gros, c'est vraiment quelque chose qui est très commun et pourtant, ça marche pas. Je l'ai vu des dizaines de boîtes qui échouent à mettre en place ce genre d'arborescence. Ce qui fonctionne, en revanche, c'est une base de données plate dans lequel, en fait, chaque document est une page et sans qu'il y ait besoin de les imbriquer les unes dans les autres. Ça, c'est vraiment un système qui fonctionne beaucoup mieux parce que c'est plus facile à maintenir, parce qu'on n'a pas besoin de connaître l'arborescence pour retrouver un document et parce que aussi, le fait de les mettre dans une base de données permet de les taguer. Et en fait, c'est ce système de tag qui va permettre de retrouver facilement les informations qui nous intéressent sur un sujet donné. Donc, par exemple, on pourra taguer tout ce qui est relatif à la brand de votre entreprise avec un tag brand et ensuite le filtrer pour n'avoir que les documents qui parlent de ça. Et donc ça fonctionne beaucoup mieux. On a aussi souvent dans les recommandations Notion de mettre une base de données des réunions, donc avec qui était à la réunion, à quelle date, qu'est-ce qui a été décidé pendant cette réunion, pour garder une trace pour les gens qui n'ont pas pu assister à la réunion et qui voudraient savoir ce qui s'y est passé dans une logique de transparence, quoi. Et enfin, on recommande aussi souvent d'avoir une classification transverse. Donc ça, c'est également des bases de données de petite taille cette fois et qui servent à catégoriser les bases de données qu'on a vues précédemment. Donc ce système-là et ce système-là. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on appelle petite base de données? Ça va être une base de données des équipes. Donc par exemple, si vous avez 5-10 équipes, vous faites une base de données avec 5-10 items. Et en fait, ces items, en fait, vous les mettez en relation avec les bases de données qu'on a vues précédemment. Donc, par exemple, dans documentation, s'il y a une doc qui correspond à votre équipe, vous la mettez en relation avec la team correspondante, ce qui fait que quand vous allez dans la base de données des teams, là, vous pouvez voir vraiment tout ce qui concerne votre équipe en termes de doc, et aussi en termes de tâches, et aussi en termes de projets, et aussi en termes d'objectifs. Donc ça, c'est un moyen très puissant de réunir toute l'information de votre équipe au même endroit par le jeu des relations entre les bases de données de votre Notion. Et enfin, les bases de données autres. Donc ça, ça peut être très utile pour ce qui ne rentre pas un peu dans ce système-là, qui n'est pas adapté. Par exemple, si vous avez une logique métier, un processus que doivent suivre certains de vos employés, par exemple sur la livraison de colis ou ce genre de choses, ça rentre pas forcément dans ce framework-là. Donc ça peut être utile de créer une base de données pour ça. Ça apporte de la flexibilité, et il faut aussi faire attention à ne pas créer trop de bases de données hors standard, de sorte que en fait on ne vive pas dans un monde parallèle qui n'est pas intégré dans la logique prédéfinie ici. Les contraintes dans ce système-là, on n'a pas ou peu le droit de créer des bases de données ou de modifier les propriétés. C'est vraiment des assets d'entreprise. C'est quelque chose de figé, d'important. C'est pas quelque chose qu'on va changer tous les 4 matins parce que tout le monde est censé les connaître. Tout le monde est censé avoir en tête la structure du workspace et c'est important que les gens respectent. C'est comme si vous rentriez dans le bureau et que vous commenciez à changer l'organisation des tiroirs et des étagères. C'est quelque chose qui appartient à tout le monde
et qui doit être réfléchi, qui doit être posé. Et donc, c'est pour ça que c'est important de l'échanger avec parcimonie, en mettant au courant tout le monde, sur la base d'insights et pas juste sur une envie. Et pareil pour le fait de créer des nouvelles pages dans la barre latérale, donc la barre latérale étant ce modèle-là. Et donc en gros, tout ce qui se passe dans cette barre latérale, pareil, c'est comme si vous changiez la déco de votre bureau, la façon dont vous travaillez, en fait, dépend aussi beaucoup de cette barre. Et donc, vous n'avez pas le droit de créer des nouvelles pages dans la barre parce que ça va impacter tout le monde. Pareil, les pages volantes, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter sur Notion. L'information doit vraiment vivre dans des bases de données partagées pour qu'elle soit facile à retrouver par le reste de votre équipe. Donc, c'est pour ça que si vous devez travailler dans les bases de données, il est important de les connaître. Et s'il est important de les connaître, il est aussi important qu'il y en ait peu. Et donc, des bases de données très larges qui sont utilisées par toute l'entreprise. Je vois qu'il y a des questions. Non, c'est bon, tout va bien. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires, si jamais je vais trop vite, à me relancer sur certains points. Donc ça, c'est la best practice un peu de comment utiliser un workspace Notion pour scaler sur sa documentation d'entreprise. Alors, des bonnes pratiques pour faire cohabiter les données internes sur Notion et les espaces de travail partagés avec les clients G-Drive. Alors ça, oui, c'est un vrai sujet. Comment on permet à des clients en fait d'avoir de l'information. En gros, ce que conseille Notion, c'est de créer des pages publiques. Donc en fait, ça, vous pouvez le faire via le bouton Share et publier la page. Vous pouvez publier la page, ce qui veut dire qu'elle est accessible par tout le monde sur Internet. Ou alors, vous pouvez juste ajouter, par exemple, un contracteur ou un prestat sur une page donnée de votre base de données. Donc en gros, l'idée, ça serait de pouvoir partager de l'information sur cette page uniquement. Et sur cette page uniquement, vous pouvez embed, donc coller par exemple un Google Doc, des slides ou le lien tout simplement de votre Google Drive si jamais il y a beaucoup d'informations. Donc ça, en général, ça serait la bonne pratique pour faire cohabiter vos données d'entreprise avec un process qui implique aussi des gens de l'extérieur, quoi. En général, tu construis combien de bases de données? Alors, ça va dépendre beaucoup de la taille de la boîte et de la complexité de l'entreprise. Pour donner un peu un ordre de grandeur, si tu veux, pour le knowledge management de mon entreprise à moi, où je suis tout seul, j'ai à peu près une dizaine de bases de données, voilà, une quinzaine. Donc entre les tâches, les projets, mes applications, mes clients, les goodies, les conférences, tu vois, tout ça, c'est mon framework personnel de base de données pour juste mon entreprise qui a une seule personne. Donc ça fait un peu beaucoup, mais c'est très finement adapté à ce dont j'ai besoin. Pour une équipe de 10 personnes, ça peut être similaire parce que ça scale bien. Tu vois, le principe de ce système-là, c'est qu'il scale vraiment bien. Par exemple, si vous avez 10 fois plus de tâches, vous n'avez pas besoin de 10 fois plus de bases de données. Vous avez toujours votre base de données des tâches. Donc en gros, c'est un moyen aussi de passer à l'échelle quand vous recrutez, quand vous ajoutez des équipes. En fait, si vous ajoutez une équipe dans ce système-là, tout ce que vous avez à faire, c'est ajouter un item dans la base des équipes. Tout le reste va pouvoir rester identique. Vous n'avez pas besoin de créer encore plus de tiroirs, encore plus d'étagères. Vous les avez déjà en fait. C'est des étagères infinies, c'est des tiroirs qui peuvent être. On peut ajouter autant d'items qu'on veut dans la liste des tâches, quoi. Et tu te sers de la Q&A avec l'IA du coup. Alors ça, pour l'instant, c'est pas quelque chose que j'ai pu encore expérimenter de façon efficace. J'ai eu des bons retours de gens qui l'avaient utilisé au quotidien, mais de première main, je pourrais pas te donner un feedback. Je sais juste que ça marche beaucoup mieux si l'information qu'il y a dans votre workspace, elle est bien à jour et qu'il n'y a pas de trucs obsolètes. Parce que sinon, le système en fait ne pourra pas savoir ce qui est utilisable par ce qui est utilisable pour votre chat et ce qui ne l'est plus parce que c'est de l'information qui n'est plus d'actualité, quoi. Donc le chat, je pense qu'il marche très bien pour des gens qui ont un très bon workspace mais qui mettent bien, qui archivent bien les trucs au fur et à mesure, qui maintiennent bien à jour toute l'information. Sinon, l'information forcément du chat, elle sera mauvaise, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on appelle la doc de la doc? En gros, c'est expliciter votre knowledge management
par écrit dans votre knowledge management. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque concept, donc on appelle concept, ça c'est un concept, ça c'est un concept. Chacun de vos concepts que vous manipulez doit être documenté et doit être correctement défini. Donc pour que tout le monde soit bien au clair sur qu'est-ce qu'on appelle un épique, qu'est-ce qu'on appelle un projet, c'est quoi la taille d'un épique, est-ce que c'est une semaine de tâches, est-ce que c'est un mois, est-ce que c'est 6 mois. Donc ça, c'est de bien définir ce qu'on va mettre dans ces bases de données avec des exemples de ce qui est bien un projet et des contre-exemples de ce qui va plutôt être par exemple une combinaison de 5 projets ou alors une tâche pour un tout petit projet. Qui en crée et quand, donc qui est en charge de la création, de la mise à jour et de la temporalité en fait de chacun des concepts, un peu des bases de données à l'intérieur de votre framework. À l'intérieur des bases de données, quelles sont les propriétés obligatoires? Donc, qu'est-ce qu'on va mettre comme personnalisation, comme champ sur chaque item? Donc, par exemple, sur les projets, est-ce qu'on va ajouter de façon obligatoire une date de fin, une date prévisionnelle? Si oui, comment on la définit? Donc ça, c'est un peu les règles de comment on range les tiroirs. C'est un peu, ça explicite comment ça marche. Et ça fait partie du standard. C'est la documentation du standard. On peut utiliser le système de template des bases de données pour faciliter l'implémentation concrète de ces règles. Qu'est-ce que c'est les templates de bases de données? C'est quand vous créez une base de données, vous pouvez, donc là je peux le faire très rapidement, si je crée une base de données en une seconde, voilà, hop, je vais créer une base de données, tac. Et ben là, on peut utiliser un template. Donc, c'est un template, ça veut dire un moyen d'avoir une page qui est pré-remplie avec le cœur de la page qui suit un certain squelette et certaines propriétés qui sont déjà bien remplies. Donc, par exemple, on peut créer un template de tickets de bugs pour les équipes tech qui crée le template, qui crée un squelette en disant, par exemple, comment reproduire le bug, est-ce que c'est impactant, qu'est-ce que ça implique dans notre système, ce genre de choses, pour que les gens qui vont créer un ticket de bug en suivant le framework, et ben ils aient ces règles-là déjà pré-intégrées, prédéfinies dans la page et qu'elles soient vraiment utilisées en pratique. On peut faire un parallèle entre le knowledge management et le product management. Dans le product management, les équipes vont bosser sur un produit. Donc, ça va être une app, ça va être un produit interne, ça va être un chat, whatever. Dans le knowledge management, l'équivalent, ça serait le standard de travail, donc toutes ces règles qu'on a définies ici, et le workspace Notion, ainsi que les différents outils qui sont branchés dessus. Donc ça, c'est le produit sur lequel bosse le knowledge manager ou le product ops ou le head of product, par exemple. Qui va être les utilisateurs de ce produit-là? C'est les employés. Donc, c'est vraiment un outil interne. Il faut vraiment considérer ça comme un ensemble d'applications internes dont vous êtes les employés. Ce qui est pratique parce que du coup, pour savoir ce dont vous avez besoin et ce qui ne va pas, vous avez juste besoin de demander à votre collègue juste à côté et vous le saurez très vite. Et même vous aurez un avis très pertinent. Vous pourrez faire ce qu'on appelle le dog fooding, qui consiste à utiliser vous-même votre produit pour savoir si c'est bien ou pas, puisque là, votre produit, justement, c'est votre workspace. Donc en gros, le product manager, c'est le knowledge manager, on l'a dit. Les développeurs du produit, dans le cadre d'un produit classique en product management, là, dans votre cas, ça va pas être, dans le cas du knowledge management, ça va pas être des développeurs, puisque c'est la plupart du temps des outils no-code. Donc Notion, c'est un outil no-code. Vous pouvez créer votre workspace Notion sans coder, pour la plupart du temps, à part les petites formules qui sont mini-code, c'est du no-code. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que la personne en charge de faire évoluer le workspace et la personne qui va effectivement faire ce travail de création du workspace, de mise à jour, etc., de mise à jour du standard, c'est la même personne. Il n'y a pas de réunion à avoir entre le product qui va concevoir et les développeurs qui vont construire. Là, ça va être la même personne. Et donc, ça fait gagner beaucoup de temps et d'efficacité. Et par ailleurs, on pourrait ajouter que la plupart des techniques de product discovery, de product delivery s'appliquent également au knowledge management. Donc, je pense par exemple à tout ce qui va être de la recherche utilisateur, de comprendre les besoins des employés sur comment ils travaillent au quotidien, de creuser la data pour comprendre quelle est la page qui est vraiment utilisée, que tout le monde va et qu'il faut mettre en avant, des bêta tests. Donc, par exemple, si on veut lancer un nouveau workspace pour une équipe, on va d'abord la lancer sur quelques personnes pour voir si ça marche bien.
le déploiement agile, c'est-à-dire que plutôt que de faire des mises à jour de tout le workspace d'un coup et de le déployer, on va essayer de le faire par petits pas. Donc toutes ces techniques de delivery et de discovery s'appliquent également dans le cadre du knowledge management pour le produit qui est votre workspace et vos outils annexes ainsi que votre standard de travail, donc l'ensemble des règles qui composent votre façon de travailler. Alors, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Tac, tac. Alors, avec Notion, le problème, c'est que tu dois partager tes bases de données à tes users pour qu'ils puissent bosser. Oui, tout à fait. Donc, Notion, c'est vraiment basé sur une logique de transparence qui est un peu issue de la culture startup, forcément, et qui part du principe que les gens sont fiables et que ça va bien se passer. C'est pas toujours le cas, on le sait. Il y a pas mal de choses qui permettent d'éviter que tout se casse, notamment dans le cadre de ce qui est des bases de données partagées par toute l'entreprise. On a un système de droit qui est assez fin, donc on peut définir très facilement, enfin très finement, pardon, ce que les gens ont le droit ou pas de faire sur une page. Donc pour une base de données, il y a plusieurs droits. Il y a le full access, donc vous pouvez tout faire, vous pouvez partager, vous pouvez écrire, lire, commenter, etc. Vous avez le éditer, donc ça veut dire que éditer, vous pouvez changer la base de données, mais vous ne pouvez pas changer les paramètres de droit. Et vous avez un paramètre qui s'appelle le can edit content. Le can edit content vous permet uniquement de changer les items de la base de données, mais pas la structure, au sens où la structure, ça va être les différentes propriétés, les différentes vues, etc. Ça, c'est quelque chose qui va être figé par le knowledge manager, le knowledge manager qui a conçu la base de données et ne pourront être et donc les gens qui vont s'en servir auront potentiellement un droit juste de can edit qui permet juste d'ajouter des items dans la base ou de modifier des items existants. Un autre système qui permet d'éviter que les gens cassent une page qui est très utilisée, c'est le lock. Donc ça, vous pouvez le trouver ici. Donc ça, c'est lock page. En fait, ça permet de rendre la page non modifiable. Donc là, en gros, même sans faire exprès, j'essaye de supprimer ce bloc, je peux pas parce qu'elle est lockée. Et si je veux la déloquer, il me suffit de cliquer là et ça me permet de changer et de supprimer et de faire des éditions. Donc ça, c'est des petits moyens en gros de garder en fait votre workspace utilisable au cours du temps et de pas qu'il se casse effectivement sous son propre poids si les gens commencent à faire n'importe quoi. Et encore une fois, c'est pas si grave puisque on peut revenir dans le passé avec l'edit. Donc en gros, c'est un peu un moyen de retourner à différentes étapes. Donc là, on peut voir la même page mais à différents moments. Et donc retourner à ce moment-là, vous pouvez restaurer un état précédent de votre page. Et si vous avez supprimé sans faire exprès, il y a aussi la corbeille qui vous permet de faire revenir en gros un item qui aurait été supprimé sans faire exprès. Donc ça reste un risque gérable en comparaison de la praticité de pouvoir donner des accès à tout le monde et que les gens s'approprient en gros cet outil interne qui est très puissant. C'est un peu le risque à prendre et c'est un risque qui est relativement léger. Donc, voilà. Ok. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur la partie product management? Je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec cette idée-là. Parce que c'est assez audacieux. Je ne l'ai pas entendu sur beaucoup de webinars. Donc je prends un risque en disant ça. C'est peut-être faux, je ne sais pas. Ok, pas de questions pour l'instant. Du coup, je vais vous faire une démonstration d'un des workspaces que je vends en gros à des entreprises et qui suit un peu ce système-là en fait de division du travail en grands concepts matérialisés par des bases de données relationnelles. Donc c'est un workspace que j'ai appelé ProductOS qui est issu de mon travail en startup et qui correspond aux besoins des équipes produits et tech. Et donc, si on rentre un peu dans le détail en fait de ce workspace, en gros, il suit la logique. Alors, j'ai même fait une vidéo pour expliquer comment ça marche, mais il suit la logique précédente indiquée sur les objectifs. Les résultats clés, donc c'est un moyen de définir précisément les objectifs en termes de chiffrage, pardon. Les problèmes, donc ça c'est un concept qu'on retrouve beaucoup en startup, c'est de travailler en fonction des problèmes avant de commencer à travailler en fonction des solutions. Ensuite, les solutions qui correspondent aux épiques, aux projets de l'entreprise.
Et enfin, aux tickets qui correspondent aux tâches de type user story, bug, dead technique, ce genre de choses. Donc ça, en gros, c'est le framework un peu plus complexe que celui que j'ai présenté précédemment, mais qui matérialise la façon souvent dont travaillent les équipes produits startup et sur lequel est basé le workspace. Donc en pratique, voilà ce que ça donne en termes de charts. On a des objectifs, des résultats clés qui sont reliés à des problèmes, qui sont reliés à des solutions, qui sont reliés à des tickets. Les tickets sont reliés à des sprints. Et on a aussi une base de données des expérimentations qui permet en fait de stocker tout ce qui va être A/B testing, user testing et tout ce genre de choses. Et on a également une base de données de la documentation qui permet de gérer tout ce qui va être wiki et documentation sur le design, sur la tech, sur les bonnes pratiques, etc. Donc si on rentre un peu dans le détail du workspace, la première, je vais agrandir, hop. Voilà. La première étape, c'est le cockpit. Donc, c'est la page un peu d'accueil qui liste tous les liens, tous les dashboards importants, les liens utilisables par l'entreprise, les chiffres de l'entreprise ou de l'équipe à suivre au quotidien. Donc ça, j'aime bien les mettre en avant pour avoir bien sous les yeux les KPI les plus importants. Donc là, j'ai utilisé Google Data Studio, Looker Studio, qui permet en fait d'embed avec un lien les chiffres live en gros de votre entreprise sur un Notion. Donc, en gros, ça, c'est des chiffres qui peuvent évoluer au jour le jour selon selon votre produit, quoi. En dessous, j'ai mis des différentes vues filtrées de chacun des grands concepts, de chacune des bases de données, filtrées sur ce qui est en cours. Donc en gros, là, vous avez en premier les objectifs en cours de l'entreprise, de votre équipe, et vous pouvez indiquer pour chacun à quel point vous les avez remplis, si vous êtes bien dans le vert ou si à l'inverse, vous êtes en retard ou carrément à la bourre. Ensuite, les problèmes sur lesquels vous travaillez en ce moment, si vous avez des solutions qui sont en cours de construction pour répondre à ces problèmes, les solutions effectives pour répondre à ces problèmes, avec pour chacun à quel point, à quel statut on en est, donc est-ce qu'on est en cours de conception ou est-ce qu'on est en cours de construction. Un petit pourcentage qui donne le degré d'avancement, je vous indiquerai comment on construit ce genre de pourcentage, et enfin les expérimentations et les tickets tout simplement. Donc là, c'est vraiment le travail au quotidien des équipes tech sur qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, là où on en est en termes de développement, de tests, etc. Voilà, donc ça c'est une page d'équipe typique qui peut servir pour une équipe produit et tech. Et si on rentre un peu dans le détail des tableaux de bord, pour vous montrer un peu comment c'est construit. Donc si je vais sur la page des solutions, des projets plus généralement, on peut voir en gros deux vues. Une vue qui indique le niveau d'avancement du projet en cours et une vue roadmap qui donne un peu pour chaque trimestre ce qui va sortir ou ce qui est attendu. Donc ça, c'est une vue qui permet de rassurer un peu les parties prenantes sur ce qu'on va faire au prochain trimestre, semestre. Et voilà. Tac, tac, tac. Si on revient sur... non, pardon, je voulais montrer un truc aussi sur les solutions. Donc en gros, si on va sur cette page-là des solutions, on peut voir les templates de base de données. Donc ça, c'est un moyen très intéressant de consolider la façon dont les gens travaillent entre eux. Et si je vous montre un peu comment il est construit, en gros, vous avez le squelette un peu de ce modèle, en gros, avec le contexte de votre projet, les problèmes que ça va résoudre, les expériences qui sont liées à ce projet-là, les success métriques, qui est impliqué, toute la description de comment votre projet est conçu, et enfin les tickets reliés à ce projet-là, donc toutes les tâches qui vont permettre d'arriver au bout de ce projet. Voilà, et après les risques que le projet permet qu'on va essayer de lever en construisant le projet, et enfin ce qui se passe après, est-ce qu'on est satisfait ou pas des résultats. Donc voilà, ça c'est la vue un peu projet. Et enfin, peut-être pour terminer, la vue backlog, donc qui permet de lister les différents tickets qu'on va vouloir construire et de créer le prochain sprint, tout simplement en déplaçant une tâche de la liste des tâches vers la liste des prochains sprints, donc qui va permettre d'être construit par la suite. Voilà, donc après, je pourrais rentrer plus dans le détail, mais ça va être un peu short au niveau du temps. Si vous avez besoin de plus de détails, je vous renverrai vers la vidéo que j'ai faite qui rentre vraiment dans le détail de comment est construit ce workspace et qui est disponible sur YouTube. Et je peux aussi vous laisser le lien
pour télécharger le workspace. Et évidemment, il y a un discount Maestro. Et voilà, je vous le mets dans le chat. Hop. Ouais, c'est super intéressant, Jonathan, ce que tu disais sur le product management et sur ta façon de voir le knowledge manager comme un PM, en fait. Et c'est une vision qu'on partage d'ailleurs chez Maestro, qu'en fait, pour faire du no-code ou du knowledge management, il faut avoir quand même une vision product. Euh, Moi, j'avais une question, ou peut-être qu'après on pourra prendre celle d'Aurélien. Le knowledge manager, Jonathan, tu dirais que c'est un job qui est plutôt en interne, tu dirais que c'est un job où les missions de freelance elles se développent, où il y a besoin de freelance justement pour qui ont l'expertise pour bien faire cette mission. En vrai, les deux, je dirais que pour les boîtes qui n'ont pas du tout l'habitude de faire et qui se rendent compte en fait qui sont à court, c'est bien de faire venir quelqu'un de l'extérieur parce que en assez peu de temps, on peut avoir de bons résultats. Donc c'est quelque chose qui se prête bien à un travail de freelance. En un mois, en quelques semaines, une semaine si c'est une petite entreprise, on peut avoir de très bons résultats et éviter de tomber dans le trou noir, dans le vortex de perdre une journée par semaine, par employé de recherche d'informations. Donc ça, c'est un peu ce que me disent les gens, c'est qu'un mauvais workspace, ils le subissent tous les jours. C'est vraiment quelque chose qui pèse en fait sur leur quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui est pas du tout, qu'on peut vraiment résoudre. C'est quelque chose qui a des solutions, qui marchent et qui marchent assez vite, assez bien. Et donc, s'il y a besoin de faire appel à quelqu'un, vaut mieux le faire que laisser en fait le problème se développer et cannibaliser en fait toute la productivité d'une entreprise, quoi. Donc ouais, je dirais que c'est quelque chose qui peut se résoudre par un freelance assez vite, mais que l'idéal c'est de pas attendre d'avoir besoin d'un freelance, c'est de le faire dès le départ dans sa boîte sans attendre que ça devienne une catastrophe et que ça soit un bordel sans nom, quoi, clairement. Ok, merci pour ta réponse. Ouais, on prendra. Il y a quelques questions sur ProductOS, on pourra les prendre juste après. Moi, j'avais Ouais. une dernière question. Là, on a fait quand même un grand focus Notion. Ouais. Est-ce que tu dirais qu'il y a d'autres outils qui permettent de bien faire du knowledge management et tu vois lesquels, par exemple, pour quelle Ouais, un peu bien sûr. structure? Bien sûr, il y a Airtable qui est très très bien aussi pour avoir une structure en base de données. C'est vraiment très efficace. C'est ce qu'ils mettent en avant d'ailleurs dans toute leur communication, c'est matérialiser vos process, vos standards par nos bases de données et par les vues. Donc ça, Airtable, très bon produit. Dans les produits qui permettent de faire du knowledge management, on pense aussi à la suite Atlassian, qui est très connue pour Jira et Confluence qui permet également de gérer sa documentation. Alors moi j'aime moins parce que c'est assez peu flexible, c'est très figé comme fonctionnement. Donc aujourd'hui on va préférer quelque chose de plus malléable comme Airtable, comme les outils no code qui permettent de créer nous-mêmes un peu ce workspace. Donc ça c'est un peu l'avantage de ces genres de produits. Mais après oui il y a toute une collection d'outils qui sortent. Je pense à Slide aussi qui permet un outil français de eFounder qui permet de gérer sa documentation de façon assez efficace. Mais voilà, il y a pas que Notion, effectivement. Ouais, on utilise pas mal nous, chez Maria d'ailleurs Airtable, qui est un outil qui est super puissant. Il y a deux questions dans le chat, Jonathan, qui seront en rapport avec ton produit. Alors, Aurélien, j'ai acheté ton template il y a 8 mois. A-t-il évolué? Déjà, merci Aurélien d'avoir acheté, d'avoir acheté mon produit. J'espère qu'il t'apporte de la satisfaction. Alors, les 8 derniers mois, j'ai été assez focus sur des problématiques de Gen AI. Du coup, j'ai pas eu le temps de faire évoluer autant que j'aurais voulu ProductOS. Mais s'il y a une évolution, c'est quelque chose que je transmets par email donc à la base actuelle, à ma base actuelle de clients pour pouvoir le mettre à jour. Donc pas de souci, si jamais il y a une évolution, tu seras prévenu. Ensuite, combien de temps faut-il pour prendre en main ton OS? En gros, ça va dépendre un peu de à quel point tu es familier avec Notion. Si c'est la première fois que tu utilises Notion, je te conseille d'abord de te faire un peu la main sur des vidéos, d'essayer un peu des tutoriels, de voir un peu comment ça marche, parce que ça reste quand même un OS qui est relativement complet, donc avec beaucoup de pages, un certain nombre d'informations à appréhender. J'espère qu'avec les vidéos que j'ai fait et les tutoriels, ça permet de rentrer plus facilement. Mais normalement, si tu as un bon niveau de Notion, tu peux le prendre en main assez vite. Et quand je dis assez vite, je pense à quelques jours, quoi, pour le mettre en place dans ton équipe, pour l'adapter à ta situation, etc.
Ok, Aurélien, bah, très bon, très bon dans l'usage. Bah, écoute, super, content que ça marche bien pour vous, hein. Très très cool. Je suis curieux de la raison qui t'a poussé à créer le système de sprint et de backlog, utiliser les sprints natifs de Notion. Alors oui, ça c'est une bonne question. Depuis quelques mois, Notion a intégré un système natif de sprint, mais sur certains points, je trouve qu'il n'est pas aussi efficace que le mien. Du coup, j'ai encore gardé mon système qui datait d'avant cette création-là. Je pourrais rentrer dans les détails, mais c'est un peu la logique, c'est la façon dont est géré les story points, donc qui est un peu différente. Donc voilà, mais en vrai, les deux sont bien. Je pense qu'ils ont fait du bon travail sur la création des sprints. Je trouve juste que c'est pas vraiment dans l'esprit Notion de créer ça. Je trouve ils sortent un peu de leur logique no code pour créer un truc vraiment spécifique à ça. Et ça, j'aime pas trop. Voilà. C'est un peu une vision différente de ce que doit être Notion. Moi, je pense que ça doit être un outil pour créer des outils. Là, ils sont en train d'aller vers plus un outil pour créer des projets. Et bon, bah, moi, je suis moins à l'aise avec ça, quoi. Moi, je préfère que les gens ils puissent créer eux-mêmes leur outil basé sur Notion plutôt que d'utiliser les features. Sinon, ça devient Jira, quoi. Ça devient un outil de gestion de projet qui est figé et qui est très lourd et que les gens n'aiment pas utiliser. Donc voilà. Ok. Et ben merci à vous. Je pense qu'on arrive au bout de l'heure. Et n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos questions. Si jamais il y en a d'autres, je peux vous laisser mon LinkedIn dans le chat. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Tac. Merci beaucoup, Jonathan, et pour tout ce que tu as partagé comme info sur ces 45 minutes. Si ça vous intéresse d'ailleurs, c'est un des sujets qu'on creuse dans notre formation No Code, qu'on lance le 18 mars. C'est un format qui est 100% en ligne et le soir, pour ceux qui ne sont pas à Paris et qui travaillent. Donc, je vous invite à regarder sur notre site pour avoir plus d'infos. Et encore merci tout le monde pour toutes vos questions, d'avoir passé votre pause de midi et deux avec nous chez Maestro, avec moi et Jonathan. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle après-midi, une très bonne journée. À plus tard, à bientôt.